Donc on continue la partie web, hein, application web, pen testing et les failles inhérentes à tout ça. Donc on va voir comment certaines vulnérabilités de base au niveau du téléchargement des fichiers dans les sites web est également très sensible. Ok? Donc il y a un premier truc qu'il faudra qu'on fasse, suivez les instructions. Nous, il faut modifier le fichier ETC. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, on va choper l'adresse de la machine, faire un sudo echo, hop, hop, ok. Alors, on va se le copier, hein, on va pas se prendre la tête non plus. Parfait. On pipe sudo t a etc host pour le réécrire. J'ai changé mon mot de passe. Ok. 10 10 422. Ok, ouais, si tu veux. Donc, on a notre machine. On va voir l'introduction. Donc, je vais mettre le cours quand même. C'est en français. Donc, la possibilité de télécharger des fichiers sur un serveur, en fait, c'est devenu une partie intégrante de la façon dont nous interagissons, en fait, hein, avec les applications web. Qu'il s'agisse d'une photo de profil sur un site web, des médias sociaux, un rapport en cours de téléchargement sur le cloud ou l'enregistrement d'un projet GitHub, les applications pour les fonctionnalités de téléchargement de fichiers sont illimitées. Malheureusement, lorsqu'elles sont mal gérées, les téléchargements de fichiers peuvent également ouvrir de graves vulnérabilités sur le serveur. Ok? Ça peut conduire à des problèmes de nuisance, hein, relativement mineurs, jusqu'à l'exécution complète de code à distance, une RCE. Ok? Si un attaquant parvient à télécharger et à exécuter un shell. Je vous ai montré via une LFI, via une photo, comment on pouvait exécuter un web shell et récupérer un river shell à partir du serveur web. C'est assez sensible. Avec un accès de téléchargement illimité à un serveur et la possibilité également de récupérer des données à volonté, un attaquant pourrait altérer le contenu jusqu'à pirater la machine, injecter des pages web malveillantes qui pirateraient à leur tour les utilisateurs qui se connecteraient sur le site web ou carrément défigurer le site web, ok? Ou intégrer aussi d'autres vulnérabilités comme le cross-site scripting ou le CSRF. Donc, en téléchargeant des fichiers arbitraires, un attaquant pourrait également utiliser le serveur pour héberger ou diffuser du contenu illégal pour divulguer des informations sensibles revendues sur le dark web. De manière réaliste, un attaquant ayant la possibilité de télécharger un fichier de son choix sur le serveur sans aucune restriction est très dangereux, comme vous l'avez compris. Donc, on va voir comment écraser les fichiers existants sur un serveur, télécharger, exécuter des shells, contourner le filtrage côté client, donc front-end, contournement de type filtrage côté back-end, et berner, duper, faire de l'évasion au niveau de la vérification des validations du type de contenu. Alors, méthodologie. Donc, nous avons un endroit où télécharger des fichiers sur notre site, pardon. Comment on pourrait l'exploiter? Donc, comme pour tout type de piratage, je vous ai toujours dit la reconnaissance, l'énumération, c'est la clé, ok? Si nous comprenons notre environnement, eh ben, nous savons comment nous allons pouvoir attaquer la surface d'attaque, comment mettre en place des vecteurs d'attaque. Donc, il est toujours bon, déjà, première chose à faire, d'examiner le code source de la page pour voir s'il n'y a pas un filtrage côté client qui est appliqué. Et ensuite, on pourra utiliser
énumérateur via brute force, ok, au niveau des directories, des répertoires comme GoBuster ou DearBuster, ok, qui sont très utiles. Et ça va nous permettre de révéler les endroits qu'on pourra atteindre et également où sont téléchargés les fichiers, dans quelle arborescence, et à partir de cette arborescence, on va pouvoir pivoter et continuer notre attaque, ok? Donc, vous pouvez l'installer sudo apt gobuster, mais là, moi, vu ce que j'ai fait cet après-midi, ça devrait aller, je pense. Et on va utiliser notre Burp Suite. Donc, les extensions de navigateur, est-ce que je l'ai réinstallé ou pas ça? Je crois que je l'ai. Non, je crois que je l'ai plus. Non. Donc, je vais le réinstaller aussi, qui est très très bon, qui vous fait un foothold en fait, qui vous donne toutes les techs qui tournent sur le serveur. Euh, donc, très bon. Pour faire de la reco, de l'énumération, j'ai mis 2P, il y a quoi? C'est bien planté. Voilà. Ok, nickel. Donc, avec une compréhension de base de la façon dont le site web pourrait gérer nos entrées, ok, eh ben, nous pouvons ensuite essayer de fouiller et de savoir ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire, et où nous pouvons télécharger éventuellement un fichier malicieux. Si le site web utilise un filtrage côté client, front-end, nous pouvons également regarder le code du filtre et chercher à contourner et à comprendre un petit peu qui fait quoi, ok? Et si le web dispose d'un filtrage côté back-end, donc côté serveur, nous devrons peut-être deviner ce que le filtre recherche, ok? Télécharger un fichier, puis essayer quelque chose de légèrement différent en fonction du message d'erreur si le téléchargement échoue, ok? On va faiser. On va tester, 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 tester et retester jusqu'à provoquer l'erreur qui va nous en apprendre plus sur le type de faille qu'on pourra exploiter et jusqu'à provoquer la réussite de notre attaque. Ok? Et quand on teste plein de fois comme ça, bah, c'est du fuzzing. Ok? Donc le téléchargement de fichiers conçus pour provoquer des erreurs peut vous aider. Bah ouais, on va provoquer volontairement des erreurs pour en apprendre un peu plus. Un peu comme du SQLi, des injections de failles SQL. C'est grâce aux messages d'erreur qu'on va savoir que justement la machine est sensible aux injections SQL. Donc, on va voir comment écraser nos fichiers. Ok? Donc, lorsque les fichiers sont téléchargés sur le serveur, il y a une série de vérifications qui est effectuée pour s'assurer que le fichier n'écrasera pas tout ce qui existe sur le serveur, naturellement. La pratique courante consiste à attribuer au fichier un nouveau nom, souvent aléatoire, avec l'horodatage, la date, l'heure de téléchargement ajouté au début ou à la fin du nom du fichier d'origine. Alternativement, des vérifications peuvent être appliquées pour voir si le nom de fichier existe déjà. Si un fichier avec le même nom existe déjà, pardon, le serveur va renvoyer un message d'erreur demandant à l'utilisateur de choisir naturellement un nom de fichier différent. Les autorisations de fichiers entrent également en jeu lors de la protection des fichiers existants contre l'écrasement. Les pages web, par exemple, ne doivent pas être accessibles en écriture à l'internaute, ce qui les empêchera d'être écrasés par une version malveillante téléchargée par un attaquant. Cependant, si de telles précautions ne sont pas prises, nous pourrions éventuellement écraser les fichiers existants sur le serveur. En termes réalistes, il est probable que les autorisations de fichiers sur le serveur empêcheront cela, euh, et ça ne sera pas une vulnérabilité sérieuse. Cela dit, cela pourrait encore être une nuisance, et ça vaut la peine que ça soit vérifié dans un environnement de pentest ou de bug bounty, chasse aux insectes. J'adore. Donc Bug Bounty, hein, on est d'accord. Passons en revue un exemple avant d'essayer cela par nous-mêmes. Et veuillez noter que demo.uploadvals.thm sera utilisé pour toutes les démonstrations. Cependant, ce site n'est pas disponible dans la VM téléchargée. C'est purement à des fins de démonstration. Donc dans l'image suivante, nous avons une page web avec un formulaire de téléchargement. Et on passera à la pratique ensuite. Donc, site, ok, c'est un exercice. C'est cette adresse. Et on énumère. On regarde le code source. Et là, on voit qu'il y a un répertoire image avec un épagneul. Ok.
.jpeg. Ok, donc à l'intérieur de la boîte, on voit le code qui est responsable de l'affichage de l'image. Ok, donc le fichier c'est spagnol.jpg et on voit qu'il est dans le répertoire image comme je vous le disais. Maintenant, nous savons d'où l'image est extraite. Est-ce qu'on pourrait pas l'écraser? Donc on télécharge une autre image sur Internet, on l'appelle exactement pareil, et ensuite, eh ben, on la télécharge sur le site et on regarde si naturellement on peut l'écraser. Ok? Donc là, on voit que bah ouais, on peut tout à fait l'écraser. Notre attaque a réussi. Nous avons réussi à remplacer l'image originelle par la nôtre. Ok? Donc, ouais, mais sauf que moi, il me le prend pas, ça, je trouve ça dingue. Hmm. Alors, overwrite. Tu veux quoi? HTTP, deux points. Ok. Donc, code source, nous, overwriting, BT, multiplatform form data, file to upload, file select, submit. Donc, image maintain. Ok. Donc, bah, on va se faire ça. Alors, on va prendre une image, peu importe laquelle. Save image as. Ok, téléchargement. On va l'enregistrer. Et donc maintains.jpg. Ok. Sudo mv, on va prendre la première que j'ai sous la main. Et j'ai pas fait de bêtises. Au pluriel. Donc, on voit que ça passe. Ok, nickel. Mais non, RCE. Donc, donc tout est bon, ok? On voit qu'on peut écraser les fichiers sur le serveur avec le même nom de fichier. Donc, c'est une nuisance pour la personne qui gère le site et ça peut conduire à certaines vulnérabilités. Mais on va voir que bah, il y a encore plus grave, c'est la RCE. Donc l'exécutation de code arbitraire à distance, pardon, nous permet d'exécuter du code de manière arbitraire sur le serveur web. Bien qu'il s'agisse probablement d'un compte utilisateur web à faible privilège, le fameux www data des serveurs Linux, Apache Tomcat, il s'agit toujours d'une vulnérabilité extrêmement grave. L'exécution de code à distance vient à une application web et ça a tendance, enfin ça arrive sur une application web et c'est le résultat du téléchargement d'un programme écrit dans la même langue que le back-end du site web, ok? Ou une autre langue que le serveur pourrait comprendre et exécuter, interpréter. Traditionnellement, ça sera du PHP, ok? C'est pour ça qu'on fait des web shells PHP. Cependant, ces derniers temps, bah, il y a d'autres langages back-end qui sont devenus beaucoup plus courants. Donc, on verra le Django et le JavaScript, ok? Sous forme de Node.js étant des exemples de premier ordre et de choix. Il existe deux méthodes de base pour réaliser une RCE sur un web.
un serveur web, pardon, les web shells et les river shells. En réalité, un, un river shell complet est l'objectif idéal pour un attaquant. Cependant, un web shell peut être la seule option disponible. Par exemple, si on limite la longueur de fichier euh, qui a été imposée au téléchargement. Ok, il peut y avoir un filtre là-dessus. Donc nous examinerons chacun de ces éléments tour à tour. En tant que méthodologie générale, nous chercherons à télécharger un shell d'un type puis de l'autre et à chercher à les activer en naviguant directement vers le fichier si le serveur le permet, soit en forçant l'application web à exécuter notre script malicieux pour nous. Donc, on va voir le web shell. Donc, ok, il nous fait un go buster. On voit qu'il y a deux répertoires, upload assets, serveur stature il est en 403, on peut pas. Donc il semble probable que tous les fichiers que nous téléchargerons sont situés dans upload, comme son nom l'indique. Nous allons d'abord essayer de télécharger un fichier, une image légitime, et on voit que on arrive à télécharger notre photo de chien. Ok? Donc maintenant, on va voir si la photo de l'épagnol est téléchargée, on voit que c'est le cas. Et si l'image marche, on teste avec le web shell. Donc dans l'état actuel des choses, nous savons que ce serveur web fonctionne avec un backend PHP. Nous allons donc passer directement à la création et au téléchargement du shell. Dans la vraie vie, bien sûr, nous avons besoin de faire un peu plus d'énumération. Cependant, le PHP est un bon point de départ malgré tout. Donc ça, je vous l'ai montré dans mes vidéos, comment je piratais un serveur web via un web shell. Et c'est le payload classique, hein, avec la fonction système. Ecosystem $get CMD. CMD, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je l'avais appelé C la dernière fois. OK? Et c'est ce qu'on passera ensuite en paramètre, en Earl encoded dans la fonction get. La méthode get, pardon. Euh, donc, ce code prend en paramètre get et l'exécute en tant que commande système et il renvoie ensuite la sortie au niveau de l'écran. OK? Et si on téléchargeait sur le site, et de l'exécuter. Et on voit qu'on arrive à faire de l'injection de commande à partir du web shell. Et en effet, on est bien www.data. Donc, le compte du serveur Apache Tomcat. OK? Et bien sûr, on pourrait utiliser ce shell pour lire des fichiers système ou mettre à niveau un shell inversé. OK? Donc, maintenant que nous avons les RCE, les options sont illimitées. On peut faire, je vous ai montré comment empoisonner les logs d'un serveur Apache. Notez que lorsque vous utilisez des web shells, il est généralement plus facile d'afficher la sortie en regardant le code source de la page que directement en effet sur le site en fait. Donc là, on a tout intérêt à voilà, à faire nos requêtes là-dedans. Ça sera mieux formaté. Donc, au niveau des coquilles, si on fait un river shell propre, ok, et ça sera le plus fonctionnel. C'est quasiment identique, mais c'est peut-être un petit peu plus court. Donc, on va prendre le shell inversé de Pentest Monkey. Si vous avez installé ma petite application AppTools, eh ben, vous allez là-dedans, on veut de quoi du PHP, autant pour moi, et on a directement le code source qui est là, ok? Celui-là, très très utile, ok? Après, on vient se le copier ou on vient directement se le télécharger. Ce qu'on va faire, moi je vais me le télécharger. Hop, save. Voilà, nickel. Donc, on va éditer bien sûr le shell, on va mettre notre adresse IP. Oui, bon, ça coule de source, on n'est pas abruti non plus. Et avec le shell édité, il va falloir le pousser. Donc, on va ouvrir un netcat listener sur le port qu'on aura décidé et qu'on aura intégré au shell. Et ensuite, on va l'activer directement en l'appelant hein, sur le site, ok? Et donc ça va l'activer via la méthode get, et à partir de là, on va, on va récupérer notre reverse shell, ok? Et à chaque fois qu'on fait ça, oui, vous savez, ça mouline, ça mouline. Et d'ailleurs, c'est le meilleur exemple, c'est là qu'on sait que ça marche ou ça marche pas. Si
c'est constamment en chargement, on sait qu'on a récupéré la main sur le serveur. Si ça s'arrête, il y a la croix et puis ça stoppe, c'est que c'est pas bon. L'attaque n'a pas fonctionné. Mais bon, ça depuis le temps, vous devriez également le savoir. Donc une fois de plus, on obtient une RCE, ok, et après, bah, rien ne nous empêche de stabiliser notre River Shell et de faire notre escalade de privilèges, ok. Donc, donc là, tu nous parles de quel, il est gentil, lui. Tu nous parles de quel site? Donc moi, je reprends quoi? Je reprends ça. C'est pas très clair, hein, leur explication. Exécuter sur le site web en utilisant... Mais quel site web? Celui que j'ai utilisé avant, je suppose. Bon, on va se faire ça. Donc la syntaxe, vous en rappelez, hein, c'est gobuster dir u, l'adresse et notre word list. Ok. Donc on va se faire ça. Donc moi je vais prendre celui-là, je suis désolé. C'est ce que je comprends avec ma petite tête. Donc, c'est U, je sais plus si c'est U ou c'est I. Je sais plus les soulages, c'est U. Ok. Word list, on va se la user share list. Ok, dire monster et on va se prendre la métienne. Qu'est-ce que tu veux? Short hand flag? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai oublié de le dire. Parce qu'on veut scanner quoi? Bah les arborescences, directory. Ok. Donc c'est dans image. Pas à tortiller du cul, comme dirait notre ami. Donc qu'est-ce qu'on va se faire? Eh ben on va aller dans image et voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, on a un 403, on n'a pas les droits. Donc ok, pas de souci. Donc, on va se faire notre snippet. Donc, très très simple. On ouvre, c'est du PHP, on écho la commande système, on fait un get. Voilà, et là, pour vous montrer qu'on peut mettre ce qu'on veut. Ok, je lui dis attaque. Ok, je ferme. Je ferme. Ok, j'ai oublié ma variable. Donc c'est $. Ok, donc on a notre $get. Ça c'est une parenthèse. Et on est bon.
Euh, J'étais dans quoi? Ah, j'étais à la racine, putain, abruti. Ok, il est content. Bah, s'il est content, moi je suis aussi très content. Donc, vous voyez qu'on peut lui placer bah, plusieurs commandes en fait, hein, avec un point virgule pour fin d'instruction à chaque fois, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. Ok, donc on a bien nos trois injections de commandes. On lui demande l'ID, on lui dit Who am I et fais-nous un LS. Et il nous répond OK. ID, Who am I et LS dans le répertoire courant. Donc, bah, on voit que on est bon en fait, hein. On a notre web shell. Mon bac qui me sert plus. Qu'est-ce que je veux? Je vais aller dans mon home. On a récupéré le shell PHP. On va l'éditer. Nano shell. Je fais un peu trop vite. Demonized. Ok, 10, 11, 26, 90 pour 444, c'est parfait. Sudo netcat LNVP 44444, c'est parfait. Euh, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On va vérifier que sudo UFW status 444, ok, c'est géré. Ben, on n'a plus qu'à pousser. Donc, j'ai un pro. Et ouais, les gars, j'ai terminé le Conti à Pentest. Félicitations. Select. Cette fois-ci, on va lui mettre notre petite popote personnelle. On est dans app. Non, on est à la racine. Et j'ai mon shell.php. Upload. Ok. Et ça mouline. Et on est dans le système.